Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la machine humaine pour explorer le cycle de Krebs. C'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le processus central qui transforme ce qu'on mange en énergie pure et dure. C'est vraiment l'une des voies métaboliques les plus fondamentales de la vie. On commence avec une question qui a l'air toute simple. Comment est-ce qu'un morceau de pain peut bien alimenter une pensée? La réponse, elle, est loin d'être simple. Elle nous emmène dans un voyage incroyable au plus profond de notre biologie. Parce que oui, chaque action, chaque idée, chaque battement de cœur, tout ça est alimenté par un processus d'une élégance folle. Alors c'est parti, explorons ça ensemble. Pour bien comprendre, on peut imaginer le cycle de Krebs comme une sorte de grand rond-point au centre d'une ville. Les glucides, les graisses, les protéines, ce sont un peu comme les voitures qui arrivent de toutes les routes différentes. Et toutes, absolument toutes, doivent passer par ce carrefour central pour être transformées en énergie. Mais où se trouve ce fameux rond-point? Pour le voir, il faut zoomer, vraiment beaucoup. Tout au fond de nos cellules, on trouve de petites structures qu'on appelle les mitochondries. Ce sont en quelque sorte les centrales électriques de nos cellules. Et c'est précisément là que tout se joue. Et voici le personnage principal de notre histoire, l'acétyl-CoA. Peu importe ce qu'on a mangé, que ce soit du sucre, du gras, des protéines, au final tout est décomposé pour donner cette seule et même molécule. C'est le ticket d'entrée, le passe-partout obligatoire pour accéder à la grande roue de l'énergie. Ah, juste un petit détail avant de continuer. On entend parfois parler du cycle de l'acide citrique ou cycle tricarboxylique. Pas de panique, c'est exactement la même chose. C'est juste que, comme les vraies stars, ce cycle a plusieurs noms. Maintenant que le décor est planté, on va faire quelque chose de sympa. On va suivre une seule molécule d'acétyl-CoA dans son voyage. On va voir comment, en un petit tour de manège, elle va être complètement démantelée pour qu'on puisse en extraire toute son énergie. Alors, ce voyage se fait en 4 grandes étapes. D'abord, l'entrée. Notre acétyl-CoA fusionne avec une autre molécule pour démarrer la machine. Ensuite, l'oxydation. Là, on commence à la casser et on libère au passage du CO2, le fameux déchet qu'on expire. La 3e étape, c'est la plus importante, la récolte. C'est là qu'on récupère l'énergie sous forme d'électrons qui sont capturés par des transporteurs spéciaux. Et enfin, l'étape 4, la régénération. Tout se remet en place, prêt à accueillir la molécule suivante. C'est une boucle parfaite, d'une efficacité redoutable. Bon, à la fin d'un tour, qu'est-ce qu'on a gagné, concrètement? Alors, chose intéressante, le cycle de Krebs en lui-même ne produit pas beaucoup d'énergie directement utilisable. Non, son vrai boulot, son rôle principal, c'est de charger ces fameux transporteurs. Ce sont eux, les vrais livreurs d'énergie. Faisons le bilan. Pour chaque tour, on se débarrasse de 2 molécules de CO2. Ok, mais surtout, on charge des batteries moléculaires. 3 qui s'appellent NADH et une autre FADH2. Elles sont pleines d'électrons à haute énergie. En plus de ça, on récupère une petite molécule d'énergie directe, un GTP. Mais le trésor, le vrai, il est dans ces batteries. Ces transporteurs, le NADH et le FADH2, c'est un peu comme des jetons qu'on gagne au casino. Sur le coup, ils ne servent pas à grand-chose. Mais ensuite, on va à la caisse pour les échanger contre la vraie monnaie énergétique de la cellule, la fameuse ATP. Et alors, combien ils valent ces jetons? Chaque batterie NADH peut être échangée contre 3 molécules d'ATP. Et comme on en a produit 3, ça nous fait déjà un joli pactole de 9 ATP. L'autre batterie, la FADH2, elle vaut un peu moins, mais elle rapporte quand même 2 ATP. C'est toujours ça de prix. Et on n'oublie pas le petit gain direct, le GTP, qui est tout de suite convertible en 1 ATP. Alors, on fait le calcul final? 9 plus 2 plus 1, ça nous fait un total de 12 ATP. 12 pour une seule petite molécule de carburant au départ. C'est un rendement absolument phénoménal. Et ce petit calcul, il se répète des milliards de fois par seconde dans notre corps. Évidemment, un moteur aussi crucial et aussi puissant, il doit être contrôlé de très près. Le corps ne peut pas se permettre de le laisser s'emballer ou de tomber en panne. Voyons un peu comment il s'assure que tout fonctionne bien. Le système est en fait très malin. C'est un simple feedback. Quand il y a beaucoup d'ATP, beaucoup d'énergie, ça envoie un signal qui dit « Hey, oh, on se calme, on ralentit le cycle, pas la peine d'en produire plus que nécessaire. » Et à l'inverse, quand les niveaux d'énergie sont bas, hop, le cycle met un coup d'accélérateur. Mais parfois, ça tourne mal.
Prenons un exemple concret. Il y a une enzyme, la PDH, qui est comme le portier à l'entrée du cycle. Son boulot, c'est de transformer le carburant qui vient des sucres en acétyl-CoA. Si ce portier est défectueux, eh bien c'est la catastrophe. Le carburant s'accumule devant la porte, ça crée un embouteillage métabolique énorme et ça devient toxique. Et les conséquences d'un cycle qui déraille, elles peuvent être dramatiques. Des défauts dans les enzymes du cycle peuvent causer des maladies génétiques rares, mais très graves, avec des atteintes neurologiques sévères. Et même des maladies comme le sepsis, une infection généralisée, peuvent venir perturber ce mécanisme si vital. Heureusement, en comprenant tout ça, on peut trouver des solutions. Par exemple, un régime cétogène peut fournir un carburant alternatif qui permet de contourner le problème. Ou parfois des suppléments de thiamine, qui est une vitamine essentielle pour aider certaines de ces enzymes à bien faire leur travail. Pour conclure, de la pensée la plus abstraite au sprint le plus intense, absolument tout dépend de cette petite danse de molécules au cœur de nos cellules. Ce qui nous amène à une dernière question, un peu pour la route. Étant donné son rôle central, universel et son efficacité incroyable, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer le cycle de Krebs comme la réaction chimique la plus importante pour la vie? La question reste ouverte.